Bonjour à tous, bienvenue au Scopinar numéro 3 du GPRI. Comme à notre habitude, pour laisser le temps à tout le monde d'arriver, on va commencer par des petits sondages pour mieux connaître notre audience. Voilà le résultat du premier sondage. Le deuxième. On peut voir qu'il y a majoritairement des paramédicaux qui n'ont pas eu affaire à des rappels patients suite à une alerte en endoscopie.
Eh ben, donc, on va débuter ce troisième et dernier webinar Scopinar du GPRI sur l'endoscopie. Et aujourd'hui, on va aborder un thème essentiel en prévention du risque infectieux, qui sont les retours d'expérience, qui peuvent être vraiment des leviers très précieux pour évaluer nos pratiques et justement, au-delà des recommandations, pouvoir faire évoluer nos organisations en fonction des situations parfois imparfaites qu'on a et améliorer tout ça. Et donc, on va voir plusieurs thématiques. On va avoir le cas des LDE, des laveurs. On va avoir les bronchoscopes en pédiatrie qui sont un cas particulier ou une situation de rappel de patients suite à des écho-endoscopes. Donc, je vous propose de commencer par Kylian Leninde, qui travaille au CHU de Caen, qui va nous parler des laveurs. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans l'encart questions spécifiquement. On prendra des questions après chaque intervenant. Manon, qui est là, fera la modération à l'oral et posera les questions. Et je vous souhaite un beau webinaire. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de présenter et de vous partager un retour d'expérience sur une contamination persistante au sein de nos laveurs désinfecteurs d'endoscope à Candida. Donc l'objectif va être de retracer un peu l'histoire autour de cette contamination et voir un peu les mesures qu'on a mis en place pour essayer de réguler cette contamination. Donc rapidement, on a deux plateaux de traitement. Donc on va s'intéresser principalement sur le plateau de traitement du niveau 15 où on a 6 cuves de laveurs désinfecteurs. Vous voyez, on a des armoires, des paillasses, rien de très original. Également en contrôle microbiologique, on fait rien de non plus de très exceptionnel. On a une surveillance microbiologique des eaux de rinçage terminales et de l'eau d'amont d'alimentation où on veut une qualité haute soins standard qu'on réalise au moins une fois par trimestre. Et on a 3 seuils de conduite à tenir. On a le RAL conforme, le à surveiller quand on est entre le niveau cible et le niveau d'action, et le non conforme. Et on a pris la décision à partir du 1er juillet 2024 d'intégrer également les micro-organismes indicateurs comme si c'était des endoscopes. Mais là, cette fois, on intègre cette notion-là dans nos laveurs désinfecteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas trop de problématiques de conformité sur les laveurs désinfecteurs. Et à partir de 2021, on a eu commencé à avoir des contaminations à Candida parapsilosis qui s'est empiré en 2022, sachant que voilà, on avait des contaminations sur nos eaux de rinçage avec une flore monomorphe à Candida parapsilosis. Et du coup, début 2022, suite à ces différentes contaminations, on a commencé à faire une investigation autour de ces cas-là. Donc, Candida parapsilosis, qu'est-ce que c'est? C'est une levure qui est assez saprophyte qu'on va pouvoir retrouver sur la peau. Il y a deux espèces qui sont proches, orthopsilosis et métapsilosis. Alors, ça va dépendre des pays, mais Candida parapsilosis, en France, c'est la troisième cause de candidémie après Candida glabrata et albicans. Donc, c'est un opportuniste, c'est une levure opportuniste qu'on va retrouver en établissement de santé et qui nous pose principalement des problèmes généralement liés aux infections de cathéter parce que c'est une levure qui a une forte capacité d'adhésion, qui produit pas mal de biofilms et qui est un petit peu plus résistant aux antifongiques que Candida albicans. En parallèle de cette histoire, je vais vous présenter aussi directement en fait des données de séquençage. On a travaillé avec le CNR de mycoses invasives qui ont pu nous séquencer certaines souches. Et donc voilà, je vais vous le mettre en parallèle pour un peu étayer l'histoire, sachant que voilà, ces informations-là, on les a eues que récemment. Ça nous a pas aidé lors de nos conduites à tenir. Donc, grossièrement, on leur a envoyé des souches de Candida parapsilosis. Et ça sera à retenir pour l'histoire, on a un clade majoritaire en fait de candidats parapsilosis qui était séparé en deux sous-clades qu'on va appeler dans notre présentation ici A et B. Un petit clade qu'on va appeler 21 et deux isolats, deux souches isolées. Et on a eu aussi des candidats orthopsilosis, on va voir dans l'histoire, mais les séquençages n'est pas exploitable à l'heure actuelle. Alors, si on reprend l'histoire, en fait, l'histoire a démarré plutôt en juin 2021, où suite à un recontrôle après une non-conformité liée à une flore totale trop élevée, on avait trouvé du coup une flore à Candida parapsilosis monomorphe sur une de nos cuves, la cuve 4. Après une désinfection chimique
du réseau du laveur, on a réussi à le maîtriser et à passer sous le seuil action. Et ensuite, légèrement, on l'a retrouvé encore en juillet avec une colonie qui était ressortie, mais du coup qu'on avait considéré conforme à l'époque. Ensuite, en septembre, sur la cuve 5, pareil, une Candida parapsilosis flore monomorphe non conforme, mais pareil, maîtrisée après un changement de filtre et une désinfection classique. Et on voit en décembre encore la cuve 5 qui est entre le seuil cible et action avec une flore monomorphe à Candida parapsilosis. Et du coup, qui a été maîtrisée avec notre conduite à tenir qui était classique à l'époque. Et c'est à partir de décembre où on a eu des grosses problématiques sur notre cuve 1 parce que vous voyez, on avait une flore, une membrane monomorphe à Candida parapsilosis une flore assez élevée. Et malgré les mesures qu'on a mis en place, on n'a pas réussi à maîtriser la contamination sur notre première cuve. Ça a terminé sur une désinfection par acide peracétique des réseaux et on verra la suite sur 2022. Et là, si on met nos lunettes génomiques, on peut déjà voir que sur la cuve 5, on avait le sous-clade A et sur la cuve 1, le sous-clade B qu'on a pu relier en fait à une souche qui avait été isolée d'un endoscope. Alors, sur la période de l'étude, on n'a eu que 2 endoscopes contaminés à Candida et là, effectivement, il y avait un Candida retrouvé sur un endoscope avec très peu de colonies qui semblent matcher sur nos souches de la cuve 1. Donc à partir de 2022, sur l'année 2022, il y a beaucoup de tentatives de choses. Donc on va revenir un peu sur les différentes méthodes sans trop s'attarder dessus. Mais grossièrement, on va protocoliser une conduite à tenir classique début 2023 qui sera suite à une non-conformité, on change les filtres, on lance un détartrage et on fait une triple dose désinfection thermique. Et si la non-conformité elle est toujours non conforme, on fait une désinfection des circuits par acide peracétique. Et ensuite, là, après, quand on demande de l'aide aux fabricants pour nous proposer des conduites à tenir. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le fabricant sur les conduites à tenir. Et voilà, on va revenir là-dessus plus tard. Donc là, on démarre 2022. Donc pour rappel, il y a une mise en place de détartrage en fait en 2022 qui a été préconisée par le fabricant. Donc on a démarré un détartrage à une certaine fréquence. Et malgré la désinfection à l'acide peracétique et le détartrage, on a une certaine maîtrise de la contamination sur la cuve 1, mais vous voyez, on ne l'éradique pas. Ensuite, il y a eu encore des contaminations sur cette cuve. Et avec notre conduite à tenir avec l'acide peracétique, vous voyez, on maîtrise à peu près la concentration, mais on n'éradique pas non plus le candidat. Ensuite est venu un changement de cuve, car les cuves étaient abîmées. Et après, suite à ce changement de cuve, malheureusement, encore une contamination à candida, parapsilosis. Et c'est là, à partir de là, avec le fabricant, on a essayé d'essayer de cibler un peu où est-ce que pouvait venir la contamination. Donc on s'est dit, c'est le drainage terminal, donc c'est peut-être un problème de filtre, ou peut-être les raccords autour des filtres sont contaminés, il doit y avoir un biofilm ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu un changement des raccords pré- et post-filtre qui n'a pas réglé le problème. Donc ensuite, on a changé tous les éléments, enfin le fabricant a changé tous les éléments qui venaient après le filtre et jusqu'au le canal, et avec de la désinfection associée, ça n'a toujours pas réglé le problème. On avait même encore plus de contamination. Et après, là, on a essayé un peu des choses diverses et variées. On a fait une double dose d'acide peracétique associée à une désinfection thermique qui a réduit la contamination, mais c'est toujours contaminé. Plusieurs désinfections chimiques, ça n'a pas marché. Et du coup, on est arrivé jusqu'à une étape où on a changé tout le circuit hydraulique de la cuve 1. Et là, ça a permis de réduire quand même la concentration, mais vous voyez, toujours une présence de candida parapsilosis. Sachant que c'est toujours monomorphe, c'est ça qui était assez curieux, c'est pas un mélange de micro-organismes, on a très principalement une flore monomorphe. Et on arrive à juillet où on n'a pas réussi à se débarrasser de ce candidat sur notre cuve. Alors en parallèle, il n'y avait pas que la cuve 1 au final, on a eu des problèmes sur nos autres cuves. Donc la cuve 6, il y a eu un début de contamination qui a été maîtrisé rapidement. Là, le retour de la cuve 5, vous vous souvenez, en 2021, la cuve 5 était un peu contaminée. Là, c'était revenu. Et après plusieurs désinfections, on n'a pas réussi à maîtriser la contamination sur la cuve 5
qui s'est empiré de semaine en semaine, malgré une double dose d'acide peracétique. Voilà, on a essayé de plusieurs choses, une triple dose d'acide peracétique, jusqu'à arriver sur on fait une désinfection thermique quotidienne jusqu'à ce que le problème se règle. Et on arrive fin juillet, on se retrouve avec la cuve 5 de contaminé et la cuve 1 de contaminé. On va remettre les lunettes génomiques. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur la cuve 1, le sous-clade B là, qui a contaminé la cuve 1 reste persistante, vous voyez, tout le long, tous les 6 premiers mois, les 7 premiers mois même. Alors, entre parenthèses, j'ai mis intermédiaire parce que là, sur la cuve 1, on avait fait le rinçage terminal et aussi l'eau de rinçage intermédiaire. Donc, c'est pas de l'eau bactériologiquement maîtrisée. Mais voilà, il y a quand même aussi, ça va dans les circuits. Et le candidat, on le retrouve sur ces deux types d'eau. Et pour le sous-clade A, là, c'est assez intéressant. L'année dernière, on l'avait trouvé sur la cuve 5. Et là, on voit qu'on la retrouve sur la cuve 6 et aussi sur la cuve 5. Donc, comme s'il y avait une communication, en fait, on nous a dit, le fabricant, que les deux cuves sont indépendantes, mais il y a quand même potentiellement des pièces communes et donc qui expliquerait pourquoi il y a eu une contamination entre ces deux cuves. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire sur cette année 2022? Alors, on nous a reproché que notre eau d'amont, c'était l'eau qui contaminait le laveur. Donc, même si, d'où vient la contamination? Normalement, le laveur désinfecteur devrait être capable de désinfecter, hein, c'est son rôle. Donc, même si on apporte une contamination, normalement, le laveur serait censé être capable de la désinfecter. En tout cas, notre eau était toujours conforme qualité eau de soins standard. On a fait une recherche spécifique de candidats, on n'a jamais retrouvé le candidat dans l'eau d'amont. On a fait du coup quelques petites choses un peu en parallèle, le fond de cuve, rinçage intermédiaire pour voir l'étendue en fait de la présence du candidat et on l'a trouvé généralement un peu partout, mais du coup plus en flore polymorphe. Lors d'un changement de filtre, on a vérifié si le candidat était présent sur le filtre et effectivement il était présent et c'était bien la souche qui correspondait à ce qu'on retrouvait dans l'eau de rinçage. Et lorsqu'il y a eu le changement du tout le circuit hydraulique, il y a eu des recherches de candidats réalisées sur les pièces et il n'avait pas été retrouvé à l'époque. Également, hein, à titre informatif, on s'est intéressé à voir si notre souche était plus résistante ou pas à l'acide peracétique. Et effectivement, par rapport à une souche d'albicans, Parapsilosis semble être plus résistante à l'acide peracétique, mais c'est peut-être une généralité, pas spécialement propre à nos souches. Néanmoins, c'est bien en dessous des concentrations utilisées pour notre désinfection d'acide peracétique. Donc, on a demandé de changer l'intégralité des pièces de la cuve 1, ça n'avait pas été accepté. Bon. Et là, on commence à s'inquiéter parce que cuve 3 et 4, là, une nouvelle cuve qui sont contaminées à Candida parapsilosis. Là, on se dit, c'est catastrophe. On arrive à le maîtriser à peu près avec notre désinfection classique. Et là, on s'est dit, on va faire une désinfection chimique et thermique pendant 10 jours pour tous nos laveurs pour repartir de zéro. Ça a fonctionné pour la cuve 5, à peu près pour la cuve 3, mais pas pour la cuve 1. Et du coup, la cuve 1, c'était un laveur double cuve, donc le laveur, il est reparti chez le fabricant. Et on leur a demandé de changer de changer les pièces. Et l'objectif, c'était de trouver quel est le réservoir pour essayer de s'en débarrasser. Donc voilà, donc ça c'était renvoyé. En parallèle, en fait, vous voyez, notre cuve 3, ça revient, ça repart, mais on n'arrive pas à éradiquer le candidat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils nous ont donné un laveur désinfecteur de prêt qu'on a pu qualifier pour quelques familles pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, on a appris que chez le fabricant, ils n'ont pas changé les pièces, donc il n'y a pas eu de recherche sur les pièces, et ils ont juste réalisé pendant 30 jours une désinfection. À la fin, à la fin de ces 30 jours, ils ont fait un contrôle. Voilà, c'est 0 UFC, ils sont contents, c'est conforme, ils nous envoient ça. Ils n'ont pas fait de recherche de candidat spécialement. On récupère le laveur, on le met en eau, c'est conforme. On lance le premier cycle d'autodésinfection pour essayer de l'utiliser. Et là, hop, on retrouve une flore monomorphe à candidat parapsilosis sur les deux cuves, cuve 1 et 2. Sachant que notre eau d'amont, hein, elle reste conforme selon le soin standard et absence de candidat. Donc là, ils nous ont remis en question nos résultats en disant que voilà, on travaille mal, j'en sais rien. Donc ils ont demandé à faire un contrôle en parallèle par un autre laboratoire. Et donc là, on les a fait en binôme. Ils n'ont pas trouvé autre chose, hein, ils ont trouvé également du candidat parapsilosis. Donc là, suite à ça, c'était un peu inadmissible. Enfin, on demande de faire quelque chose qui n'a pas été bien fait. Donc là, on leur demande vraiment de
de trouver le réservoir, quoi, de faire en sorte de nous renvoyer un laveur désinfecteur utilisable. Gardez en tête qu'on avait quand même voilà, des laveurs, plusieurs laveurs qui étaient bloqués, ce qui veut dire qu'il fallait jongler, ça faisait vraiment une grosse charge de travail en plus pour l'équipe soignante du plateau de traitement. En parallèle, la cuve5 qui se recontamine, on essaie de faire des choses, là pareil, de la désinfection un peu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout de 13 jours, la contamination augmentait de plus en plus. Et donc là, c'est pareil, on a demandé un changement de pièce et ils ont fait un changement de pièce un peu précis, certaines pièces qui ont été changées. Et enfin, fin d'année 2022, on se retrouve avec un laveur renvoyé, une cuve 5 contaminée et une cuve 4 là, qui a été maîtrisée, mais encore qui reste contaminée. Et là, attention, apparition de l'orthopsilosis. Donc, j'en ai un peu parlé au début, qui est un cousin germain du parapsilosis. Mais bon, qui a été maîtrisé sur la fin de l'année. Et là, si on remet les lignettes génomiques, alors malheureusement, on n'avait pas conservé les souches de la cuve 1, donc et même de la cuve 2, donc on ne pourra jamais confirmer que c'était toujours le sous-clade B qui restait traîné, mais bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là, on voit que la cuve 3 et 4, en fait, c'est le même sous-clade que le 5 et 6 qu'on avait trouvé initialement. S'il y avait un peu une diffusion sur ces différentes cuves. Bon, alors qu'est-ce qui se passe au final? Fin 2022, tout a été démonté, ils ont analysé toutes les pièces, ils n'ont pas retrouvé le candidat, mais ils ont fait de la flore totale, sachant qu'il y avait beaucoup de pièces avec plein de flore hydrique, cutanée, plein de choses, et des pièces qui étaient vraiment non exploitables. Ensuite, il y a eu des changements de pièces précises de la cuve 5, et là, sur ces changements de pièces, le candidat parapsilosis a été retrouvé, bingo, avec la souche qui correspond du coup à ce qu'on retrouvait dans la cuve 5 généralement. Et du coup, en fait, depuis, on a eu moins de problèmes plus de problèmes au moins pendant 2 ans. Et pour le retour du LDE, pareil, après avoir vraiment démonté et remplacé toutes les pièces, on n'a plus eu de problème également pendant 1 ou 2 ans. Mais bon, l'histoire n'est pas finie au final. En 2023, on a encore des petites contaminations résiduelles, mais des fois c'est un peu du parapsilosis, des fois c'est de l'orthopsilosis. On a eu notre deuxième endoscope où on a retrouvé un peu de candidats parapsilosis. En 2024, c'est pareil. On a eu notre première contamination sur le deuxième plateau de traitement qu'on a, mais qui a été réglé en 2 mois. Et maintenant, on n'a plus de contamination depuis. Mais vous voyez, au final, ça continue sur les autres cuves qui n'ont pas été vraiment démontées, ça continue à rester. Alors la cuve 4, vous voyez, alors, il y a plein de problèmes de contamination, on a changé les cuves et tout ça, donc là on est revenu sur une problématique, on leur dit, là vous faites comme la cuve 5 la dernière fois, on a changé les pièces, ça a réglé le problème. Donc ils ont changé les mêmes pièces, ça a presque réglé le problème, parce qu'il restait encore un petit peu de candidats parapsilosis, mais après la désinfection qu'il fallait, on a réussi à l'éradiquer. Et là, si on remet les lunettes génomiques, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le clade A qui continue de circuler dans notre cuve 4 en fait. Très intéressant, vous voyez, on change les pièces et du coup là, il n'y a plus, ça a switché. Donc il s'est probablement recontaminé par un autre candidat, on ne sait pas d'où il vient, mais en tout cas, c'est plus le même. Donc ça montre quand même que potentiellement ces pièces-là à changer dans nos laveurs désinfecteurs, ça a l'air d'être les pièces intéressantes à changer. Ce qui est intéressant aussi sur le 21, c'est que là, c'est que il y a une cohérence, parce que sur la cuve, c'est la même cuve qui est contaminée par la même souche, mais rien à voir avec le reste de l'histoire. Et pour l'endoscope, c'est pareil, on avait peur que du coup, on ait contaminé un endoscope, alors que on essaie de les bloquer, on les remet en marche, voilà. Le candidat retrouvé sur cet endoscope-là, pareil, n'a rien à voir avec nos laveurs. Et du coup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? 2025, là, le 4, ça a été réglé le problème et on voyait, le 3 continue de temps en temps à ressortir, mais on arrive à maîtriser le risque avec nos conduites à tenir classiques. Alors on a des petites, là c'est un petit peu alterne, annexe, mais on a des petites problématiques sur la cuve 2 avec d'autres bactéries, des bactéries hydriques. Et on avait demandé de faire comme pour voilà, vu que c'était répété sur plus d'un mois, même si on n'était pas sur le candidat, on leur a demandé de changer les pièces habituelles. Ça n'a pas été fait, ils n'ont pas voulu. Ils ont juste changé certaines
certaines pièces du circuit hydraulique et désinfectées avec des compresses d'alcool. J'ai pas vraiment compris la conduite à tenir qui a été réalisée à ce moment-là, ce qui n'avait bien sûr pas marché. Et après, ben, on a essayé de forcer, ils n'ont jamais voulu intervenir. Et au final, au bout d'un mois de désinfection journalière, bah, ça s'est éteint sur la cuve 2. Mais malheureusement, hein, bien sûr, hein, recontamination par diverses bactéries en 2026. Et là, on en est à là où on a eu une contamination orthopsilosis qui était revenue. Et ils nous ont sorti un nouveau protocole. Donc ça, c'est la première fois qu'ils nous ont sorti ça. Donc là, c'est pareil, j'ai commencé à redemander, on change les pièces qui fonctionnent parce que c'est ce qui fonctionne. Mais ils nous ont sorti un protocole Prion qui a l'air d'avoir fonctionné. Mais bon, je suis curieux, on est en surveillance, on reste encore en vigilance. Et également, bah, la cuve 1, en fait, ça nous inquiète un peu parce que c'était vraiment ces deux cuves-là, 1 et 2, qui nous posaient problème. Et là, on voit qu'elles se recontaminent, bah, du coup, plus à parapsilosis, mais à orthopsilosis. On arrive à maîtriser à peu près le problème, mais voilà, il y a eu des grosses contaminations. J'avais demandé à faire les changements de pièces, c'est pareil, ils n'ont pas voulu, ils ont fait des désinfections tous les jours. Mais au bout d'un moment, ils nous ont écoutés. Et là, voilà, on est repassé à 0 UFC. Et donc là, on croise les doigts, là, on est en surveillance, pareil, en vigilance, on croise les doigts qu'on a réussi à éradiquer notre orthopsilosis. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces événements? Donc on voyait, on a une souche de Candida parapsilosis, et peut-être d'orthopsilosis, on n'a pas la confirmation génomique encore, qui est restée persistante sur plusieurs années, malgré différents traitements thermiques, chimiques, des changements de pièces. Mais voilà, donc on voit quand même un impact de ces différents traitements, mais en fait, on n'élimine pas le réservoir. Il n'y a que ce qui semble fonctionner, c'est à identifier les bonnes pièces à changer, et si on arrive à les trouver et qu'on les change, bah voilà, on est sauvé jusqu'à ce qu'ils se recontaminent. Donc effectivement, le laveur désinfecteur, il y a quand même, semblerait y avoir un problème avec des pièces qui seront peut-être potentiellement une bonne matrice qui permet d'adhérer et de produire du biofilm sur nos souches de candidats. Alors il y a eu des grosses difficultés de communication et de transparence aussi avec le fabricant, on ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. On avait du mal à recevoir les rapports, ils remettaient en cause nos pratiques, ils ont fait des audits pour vérifier qu'on prélevait bien, voilà, ce genre de choses. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de problème sur ce côté-là de notre côté. Et in fine, ceux qui en pâtissaient le plus, c'était l'équipe d'endoscopie avec éventuellement des décalages de programmation, des endoscopes qui a dû falloir passer en manuel parce qu'il y avait trop de laveurs désinfecteurs bloqués. Voilà, donc, il y avait une énorme qu'on n'a pas pu vraiment étayer et calculer, mais un coût en fait, que ce soit humain ou même financier. Voilà ce que je peux vous raconter du coup sur cette histoire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Kylian. Le suspense était insoutenable de notre côté. On a pas mal de questions. Du coup, je vais commencer par la première. On se demandait dans le chat si du coup les LDE étaient utilisés en attendant les résultats de chaque contrôle. Ça dépend dans quel contexte c'est. Dès lors qu'on était passé en non-conformité, on bloquait les LDE. Alors, ce qui était fait avant, c'était effectivement qu'on était à surveiller. Il y avait quand même on utilisait les LDE quand même. Mais depuis 2024, moi, ça me gênait de rendre en fait une eau conforme alors qu'on voyait qu'il y avait une présence de candidats. Et je vois et du coup, on va plus loin que ce qui est indiqué sur l'instruction, hein, parce que l'instruction de 2016 demande à avoir une eau de qualité eau bactériologiquement maîtrisée sur les eaux de rinçage. Mais dans le contexte de l'endoscopie, je vois pas pourquoi on n'utiliserait pas les mêmes micro-organismes indicateurs que l'endoscopie pour nos laveurs désinfecteurs. Donc voilà, c'est en fonction de ce qu'on rend comme résultat, mais dès lors qu'on rend non conforme, on bloquait l'utilisation du laveur. D'où l'impact en fait sur l'équipe ensuite. Et est-ce que du coup, ça vous a fait revoir finalement le plan de surveillance des endoscopes qui était pris en charge, ou est-ce que de ce côté-là, ça n'avait rien modifié? Au début, on essayait de s'intéresser un peu à voir que oui, en fonction de si les endoscopes étaient pris en charge par tel ou tel laveur, mais in fine, bon, même si des fois, voilà, quand c'était à surveiller et qu'il y avait quand même malgré tout du candidat, on les a quand même très rarement trouvés sur l'endoscope, hein. Et là, au final, sur toute la période de l'étude, on a retrouvé que deux endoscopes avec le candidat parapsilosis, sachant que le deuxième, c'était rien à voir.
Il n'y a que le tout premier, en fait, mais ça, on s'en est rendu compte en rétrospective, quand on a retracé tous les endoscopes contrôlés, on s'est rendu compte, effectivement, le premier, bingo, en plus, c'était la même souche potentiellement que notre laveur. Peut-être que c'est lui qui l'a apporté. Peut-être, on ne sait pas. Et on a un retour d'expérience qui est assez intéressant dans une autre région. En fait, il y avait eu une mise en évidence de contamination entre le simulateur d'endoscope qui était utilisé par le technicien lors des maintenances et des contaminations croisées sur les LDE. Du coup, vous, la maintenance, du coup, c'était fait en interne ou c'était fait par un prestataire? Alors, ça dépend le type de maintenance, mais généralement, je ne sais pas trop dans le détail, mais on a pas mal de renvois aux fournisseurs, aux fabricants quand même. Mais il y a peut-être des petites maintenances, effectivement, qui sont réalisées par le service biomédical. Ça, il faudrait que je me renseigne. Parce qu'en fait, l'origine de la contamination des LDE avait eu pour source justement ce fameux simulateur d'endoscope pour les paramétrages. Et comme il n'y avait pas en fait d'entretien sur ces endoscopes-là, ça avait contaminé en fait le parc de LDE dans une autre région. Du coup, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez recherché. Non, Et, pas de mémoire. et on a une autre question aussi du coup dans le chat, c'est hormis la pompe du coup de la cuve 5, quelles pièces sont probablement réservoirs du coup à votre avis? Bah, en fait, on n'en sait trop rien non plus, hein, mais maintenant qu'on a trouvé la triplette de pièces, je sais plus, hein, je peux retourner en arrière, hein. Mais je pense que ça, c'est vraiment propre à chaque laveur. Enfin, ça dépend, hein, mais maintenant qu'on a trouvé, on sait pas laquelle, on sait que la pompe, ouais, on l'a retrouvée. On sait pas si sur les autres, il y en aurait, enfin, ce serait des réservoirs ou pas, mais maintenant, on les change tous les trois en même temps. Et pour l'instant, c'est la seule manière qui nous a permis d'éradiquer à peu près pérennement, au moins un an, quoi, nos contaminations à candida. Ok, bon, super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair et c'était hyper intéressant comme retour d'expérience. On va passer du coup la main au docteur Sally qui va nous présenter un autre retour d'expérience cette fois sur de la contamination en pédiatrie de bronchoscope. On voit bien ton diaporama, Marion, mais il est juste pas en plein écran pour l'instant. Et on ne t'entend pas. Ah, c'est bon? Vous m'entendez? On t'entend. Et là, du coup, on a Là, ouais, je vais le mettre en basculer comme ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon, tout le monde? Très bien. Alors, merci. Alors, moi, je vais vous présenter effectivement un retour d'expérience qu'on a eu en 2019, donc ça remonte un peu maintenant, sur la contamination d'un fibroscope bronchique pédiatrique à Pseudomonas aeruginosa. Alors, comment ça commence cette histoire? Donc, en fait, on a eu une alerte en mars 2019, c'était le 18 mars 2019, où on a eu un appel en fait d'un pneumopédiatre qui s'étonnait parce qu'il avait reçu plusieurs prélèvements de lavage broncho-alvéolaire, donc des LBA positifs à Pseudomonas aeruginosa. Donc, pour lui, c'était inhabituel parce que comme ils surveillent un peu, qu'ils ont une filière de patients, on va dire, à risque et souvent atteints de mucoviscidose, donc ils sont très attentifs à tout ça. Et d'habitude, ils nous disaient qu'ils en avaient un ou deux dans le mois, mais là, depuis début mars, pour trois LBA positifs, ça lui semblait beaucoup. Donc, au départ, on ne s'est pas trop inquiété. On s'est dit, bon, on va faire une extraction un peu plus large. On va demander au laboratoire de bactériologie de nous faire une extraction sur le mois. Voilà, on s'est dit depuis février, pour avoir une idée un peu du nombre en fait, de prélèvements LBA positifs à Pseudomonas aeruginosa. On a demandé une extraction uniquement des prélèvements positifs.
Et effectivement, là, on a été un peu pris de panique parce qu'on s'est retrouvé avec 10 patients pour lesquels, donc depuis début février, on avait des prélèvements de LBA positifs à Pseudomonas aeruginosa sauvage, donc à peu près tous du même phénotype. Donc là, on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a commencé à chercher. On a repris un peu les dossiers de ces 10 patients et on s'est dit, bon, on va rechercher une source de contamination commune. Dans un premier temps, on va aller rapidement, on va se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont eu en commun, ces patients? Ils ont eu des prélèvements de lavage broncho-alvéolaire, donc forcément, il y a eu l'utilisation d'un fibroscope bronchique pour réaliser ces prélèvements. Et donc, c'était vraiment le point commun, en tout cas, de ces 10 patients. Donc, on s'est dit, bon, on est parti un peu vite sur cette piste-là. En fait, au départ, on s'est focus, on s'est dit tout de suite, il y a eu le fibroscope bronchique, on va investiguer cette piste du fibroscope bronchique. Donc, on a regardé dans le cahier de traçabilité des 3 fibroscopes bronchiques qui étaient en circulation à ce moment-là sur le pédiatrique. On a eu de la chance qu'il n'y en avait que 3. Normalement, il y en a 7, mais en fait, il y en avait 2 en maintenance, un qui avait un problème technique et un qui n'était pas utilisé du tout. Donc, au final, ça nous a restreint un peu les investigations parce que ça a été fastidieux d'aller fouiller dans les pages de ces 3 cahiers d'endoscopes. Et finalement, en regardant bien, donc pour ces 3 endoscopes-là, pour les 10 patients, effectivement, il y a bien eu un seul et même fibroscope bronchique Pentax, donc le G120-058, qui a été utilisé chez ces 10 patients pour la réalisation de ces prélèvements broncho-alvéolaires. Donc, en fait, ça confirmait un peu notre piste de départ. Et on s'est dit, là, bon, on a un appareil qui est commun à ces 10 patients avec des résultats inhabituels, avec des prélèvements positifs à Pseudomonas aeruginosa. Donc, on est parti un peu tête baissée sur cette piste-là. Donc, dans l'immédiat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à séquestrer donc, les trois bronchoscopes pédiatriques, même si pour le moment, là, pour les 10 patients, on n'en avait qu'un seul qui finalement était ressorti comme la source commune entre ces 10 patients. On a quand même préféré, par précaution, séquestrer les 3 pour réaliser un prélèvement microbiologique dans notre laboratoire. Donc, pour 2 d'entre eux, les résultats sont revenus conformes. Voilà, donc on les a remis en circulation assez rapidement parce que ça bloquait vraiment les actes et la programmation, l'activité du bloc pédiatrique. Donc, on les a remis en circulation. Par contre, effectivement, le fameux fibroscope bronchique qui était commun aux 3, sans trop de surprise, lui, il est revenu non conforme avec la présence de Pseudomonas aeruginosa du même phénotype sauvage dans le canal opérateur. Donc là, on s'est vraiment dit, oups, il y a carrément un problème avec ce fibroscope bronchique. Donc, on l'a renvoyé au fabricant pour qu'il puisse mener une expertise plus approfondie sur l'endoscope. Et nous, on est resté avec ces données-là pour le moment. Donc, un fibroscope contaminé, Pseudomonas aeruginosa, et 10 patients avec des résultats positifs de LBA à Pseudomonas aeruginosa qui avaient à peu près le même phénotype sauvage. Donc, pour nous, l'hypothèse en fait, de départ, c'était vraiment la transmission croisée. On est parti sur cette idée-là, une transmission croisée de PIO à partir de ce fibroscope bronchique contaminé. Voilà. Après, on ne savait pas du tout à partir de quand s'était contaminé le fibroscope. On n'avait aucune idée du point de départ de cette contamination. Comme on n'avait pas de point d'idée de départ, on s'est dit, bon, on va remonter jusqu'à la dernière surveillance systématique qui avait eu lieu le 8 juin 2018, donc c'était 9 mois auparavant quand même. Donc le 8 juin 2018, la dernière surveillance, elle était conforme. Donc là, on sait qu'à partir de ce moment-là, à cette date-là, le fibroscope bronchique était conforme. Voilà, donc on a regardé tous les actes, tous les patients qui avaient eu un acte de fibroscopie bronchique avec cet endoscope, et on a regardé tous les examens, et on a fouillé, on va dire, et on a regardé jusqu'à trouver le premier examen qui était positif à Pseudomonas aeruginosa sauvage pour nous donner au moins une idée, on va dire, à partir duquel on a commencé à avoir des prélèvements positifs. Donc,
le premier prélèvement positif, en fait, c'était le 25 juillet 2018. Donc, c'est le premier cas, un patient qui était un patient mucoviscidose. Donc, il était connu, lui, pour le coup, colonisé à Pseudomonas aeruginosa sauvage. Donc, c'était un peu notre point de départ, notre patient index probable. Voilà. On s'est dit que c'était probablement à ce moment-là que l'endoscope qui a été utilisé chez ce patient, tout ça, c'est que des suppositions, hein. Probablement que c'est à partir de là qu'il s'est contaminé. Voilà. Parce que tous les actes d'avant, tous les patients qui avaient eu un acte endoscopique, donc les 11 patients précédents, eux, pour les résultats étaient négatifs, donc on ne retrouvait pas de Pseudomonas aeruginosa. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce patient index là en juillet qui a été la première, on va dire, le premier point de départ. Et on s'est dit que entre donc ce 25 juillet et le 18 mars, on allait regarder tous les patients en fait, qui avaient eu un acte de fibroscopie bronchique avec cet endoscope. Donc, ça représentait à peu près 22 patients. Voilà, 22 patients qui avaient été exposés, donc potentiellement à cet endoscope contaminé. Donc, on s'est focalisé vraiment sur ces 22 patients. On a recherché, on a fait une petite synthèse en fait de tous ces cas. Donc là, on était vraiment a posteriori. Hein. Donc, on a regardé un peu les 22 patients, les examens qu'ils avaient eus, donc pour faire un peu une synthèse de ces 22 cas, donc de ces 22 patients potentiellement exposés à l'endoscope contaminé. Sur les 22, il y en a 18 qui ont eu une fibroscopie bronchique avec l'appareil pour réalisation d'un prélèvement, LBA ou une aspiration bronchique. 4 pour lesquels l'endoscope avait été utilisé pour des corps étrangers. Donc, il n'y a pas eu de prélèvement réalisé, juste des observations et puis retrait du corps étranger. Donc, pour cela, on n'a pas pu récupérer leur prélèvement de bronchique. Donc, sur les 18 qui avaient eu le prélèvement LBA ou une aspiration bronchique, il y en a 16 qui sont revenus avec un prélèvement positif à Pseudomonas aeruginosa. Voilà. Alors, 2, on ne sait pas si c'est des faux négatifs ou pas, mais pour ces 2 patients-là, sur les 18, on n'a pas trouvé de Pseudomonas aeruginosa sur leur prélèvement. Donc, eux, c'est un mystère. Donc, on s'est focus sur les 16 patients. Sur ces 16 patients, donc, il y en avait une petite muco qui, elle, pareil, était colonisée. C'était une colonisée connue à Pseudomonas multirésistant. Donc, elle, voilà, elle était connue. Mais sur les 16, il y en avait 15 qui, eux, étaient de statut inconnu, donc non colonisés ou non infectés, non connus, en tout cas par les pneumopédiatres, et pour lesquels il y avait eu un résultat de LBA, de prélèvement bronchique positif à PIO. Et donc, sur ces 15, on a quand même eu 13 qui ont été traités, donc avec des traitements anti-PIO, parce qu'ils avaient des numérations qui étaient significatives, et 2 pour lesquels il n'y a pas eu de traitement, parce que les LBA étaient revenus, on va dire, avec des taux inférieurs à 10 puissance 3, donc les pneumopédiatres n'avaient pas jugé pertinent de les traiter. Non. Tout ça, à l'époque, on ne savait pas du tout que c'était probablement l'endoscope qui avait potentiellement contaminé les patients ou les prélèvements. Pour l'instant, on ne sait pas. C'était vraiment une synthèse de ces 22 patients exposés. Et juste par la suite, donc il y en avait quand même une patiente, une petite patiente muco qui est restée colonisée à Pseudomonas malgré le traitement antibiotique. Donc tout ça, en fait, ça allait très vite. En fait, l'investigation, on a à peu près tout mené en même temps. Donc, on a eu à peu près en même temps le retour du rapport d'expertise par le fabricant Pentax. En fait, on avait envoyé l'endoscope pour une expertise approfondie. Et effectivement, dans le rapport, donc, il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas. Mais ce qu'on a retenu, c'est que le tube d'insertion à l'intérieur de l'endoscope était complètement abîmé. Donc, il y avait des termes comme plissé, écrasé. Enfin, voilà, il y avait vraiment, il était très endommagé. Et ils ont retrouvé eux aussi dans leur prélèvement le Pseudomonas aeruginosa dans le canal opérateur. Voilà. Donc, ça confirmait en fait la contamination de cet endoscope. Et dans notre hypothèse de contamination, donc, c'est un endoscope qui était vétuste, il y avait plus de 8 ans. Voilà, qui a priori était endommagé au niveau du tube interne, mais ça, on ne pouvait pas le voir en fait à l'extérieur, à l'œil nu, c'était pas possible de le voir. Donc, il devait y avoir effectivement des anfractuosités qui ont servi de niche
Opio et qui s'y est développé, qui a formé son biofilm. Et pour le coup, les traitements répétés de désinfection n'avaient pas été efficaces pour éradiquer a priori ce biofilm. Donc, dans le même temps, en fait, après avoir reçu quand même ce rapport, on a fait une déclaration, forcément une déclaration externe, voilà, au CEPIAS et puis à l'ARS, mais aussi une déclaration de matériaux-vigilance à l'ANSM, puisque ça concernait un endoscope, donc un dispositif médical, et pour voir s'il y avait eu effectivement des retours d'autres types de contamination à ce niveau-là. Voilà. Dans le même temps, alors, nous, dans notre plan d'action, en fait, on avait, donc là, on avait dans la situation un endoscope contaminé, plusieurs patients exposés avec a priori donc 16 patients pour lesquels il y avait eu un examen bronchoalvéolaire qui était positif à Pseudomonas aeruginosa avec la même bactérie qu'on retrouvait a priori dans l'endoscope, en tout cas au niveau du phénotype. Pour le moment, on n'avait pas encore la comparaison des souches. On avait envoyé les souches à comparer au laboratoire ici à l'Université de Bordeaux, mais ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu récupérer, on n'a pas récupéré toutes les souches, donc voilà, ça a pris un peu de temps. Donc, dans l'immédiat, en fait, on s'est dit qu'on allait faire quand même une réunion de crise, voilà, pour déterminer, on va dire, une conduite à tenir et une stratégie de rappel patient. Donc ça a été un moment, on va dire, important. On a pu réunir quand même pas mal de monde autour de la table et je pense que chaque membre était important autour de cette table, notamment la cadre du pôle pédiatrique, il y avait le chef du pôle pédiatrique, les cliniciens de pneumopédiatrie, nous, le service d'hygiène hospitalière, les biologistes, la direction qualité, le service juridique et le service de communication. Et pour les deux derniers, donc c'était très important de les avoir aussi parce que c'est avec eux qu'on a pu déterminer, on va dire, les modalités d'information des familles et des médecins traitants. Donc, le fait d'avoir le service juridique et communication, c'était, on va dire, des points forts. Donc, dans la stratégie de rappel patient, ce qui s'est passé, c'est que donc, il y a eu un courrier d'information. Alors, ce courrier d'information, il était rédigé par la direction qualité. Nous, en relecture, mais c'était surtout le service de communication avec les cliniciens. Donc, tout ça pour informer donc, les parents de chaque enfant, en fait, des 22 enfants exposés, qu'ils avaient eu un acte de fibroscopie avec probablement un défaut technique au niveau de l'endoscope qui aurait pu endommager, on va dire, entraîner un risque pour l'enfant et que, par précaution, on préférait finalement faire des contrôles et des examens complémentaires aux enfants. Donc, tout ça s'était tourné, on va dire, de façon à ne pas affoler la famille, mais quand même à appeler la vigilance et à les faire revenir pour des examens complémentaires. Donc, cette tournure de phrase, c'est important d'avoir effectivement le service de communication qui peut vraiment modeler ce type d'information. Il y a eu une même information aux médecins traitants également. Alors, à la fois un courrier d'information, mais doublé d'un appel téléphonique par les cliniciens de pneumopédiatrie pour les informer que potentiellement, il pourrait y avoir en suivi aussi ces enfants-là et d'être vigilant sur les résultats des examens. Et il y avait un secrétariat dédié. Donc ça, c'était vraiment un point fort aussi. Un secrétariat dédié vraiment à ce rappel patient avec une secrétaire qui était vraiment dédiée à appeler, à recevoir les appels, à rediriger les appels au niveau des médecins et à prendre les rendez-vous pour organiser les examens de contrôle. Donc, c'était vraiment un point fort, ce secrétariat dédié. Ensuite, il y a eu donc les consultations de contrôle pour pour les enfants. Elles étaient programmées, c'était des consultations programmées sur des mardis, 5 mardis consécutifs, avec un médecin vraiment dédié aussi, pareil, hein, c'était une vacation de médecin dédiée à ces consultations de contrôle. Donc, il a été détaché uniquement pour ça. Il y a eu l'organisation donc, de tous les examens complémentaires avec une équipe, un médecin, une infirmière et un kiné, dans une salle dédiée également. Donc, tout était prévu et organisé pour pouvoir recevoir ces patients et réaliser les examens complémentaires. Donc, dans les examens complémentaires, il y avait un crachat, en fait, un examen cytobactériologique des crachats, le CBC, avec une demande spécifique de recherche de Pseudomonas aeruginosa, et une radiographie pulmonaire, donc vraiment par précaution, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de signes infectieux au niveau pulmonaire, sachant que c'est une filière de patients
mucoviscidose pour la majorité, donc ils sont suivis et ils sont assez vulnérables quand même à la colonisation et à l'infection au niveau pulmonaire. Et pour les suivis des résultats microbiologiques, il y avait des résultats, tous les résultats d'examen étaient communiqués par ce médecin qui était donc dédié, donc cette vacation de médecin, qui communiquait tous les résultats aux parents à la fois et aux médecins traitants. Au bilan, donc pour les 22 patients qui avaient été exposés à cet endoscope contaminé, il y en a quand même 21 qui ont été revus en consultation. Donc il y en a un qui a été, on va dire, il a disparu du radar. On n'a jamais pu le retrouver, ce patient. Il ne venait pas de Bordeaux, donc tout avait été fait pour informer les familles et les médecins traitants, mais il n'y a pas eu de retour en fait sur ce patient-là. Bon, en tout cas, pour les 21 autres, tous sont revenus. Il y a bien eu les examens réalisés, donc les examens de crachat. Tous sont revenus négatifs, sauf donc pour la fameuse patiente mucoviscidose qui, elle, était connue avec son PIO multi-R. Donc forcément, elle avait un résultat qui était positif avec son PIO multi-R. Et le fameux patient aussi qui s'était colonisé malgré le traitement antibiotique, qui lui est resté avec un Pseudomonas aeruginosa aussi dans les prélèvements ultérieurs de LBA. Voilà. Et dans les examens de radio pulmonaire, il n'y a pas eu de signe évocateur d'infection. Donc tout était négatif. Donc pour la comparaison de souche, elle est arrivée un peu tard. C'était un peu dommage pour nous de l'avoir finalement un peu après la bataille, parce que ça aurait pu, ça nous aurait permis d'affiner notre hypothèse de départ déjà. Alors, il faut savoir qu'on a essayé de récupérer toutes les souches, mais en fait, c'était trop compliqué. Il y avait 9 mois d'écart avec certains prélèvements. Il y en avait qui avaient été jetés, d'autres qui n'ont pas repoussé après mise en culture. Donc, en fait, il y a pas mal de souches qui ont été perdues. Donc, finalement, on en a très peu. On a pu en comparer très peu. Il y en avait 11 au total, sachant qu'il y en avait 9 qui venaient de souches, qui étaient des souches cliniques, donc de prélèvements biologiques, mais qui venaient que de 3 patients. Voilà, donc au final, on avait des prélèvements et on avait les souches identifiées de 3 patients seulement sur les 22, les 16, pardon, qui étaient positifs. Et on avait par contre les souches environnementales identifiées au niveau du fibroscope. Donc globalement, ça donne un peu ça. Alors c'est une technique un peu à l'ancienne, hein. C'est pas les méthodes génomiques, c'est des comparaisons par champ pulsé, là, par la PFGE. Donc à l'époque, ça nous rendait quand même bien service, même si c'était un peu tardif pour le coup. Là, ce qu'on peut voir, si on a des bons yeux, on peut voir juste que effectivement, donc il y a notre cas index, notre premier cas, là, de juillet, pour lequel on avait retrouvé le PIO dans le LBA. La souche isolée de ce cas index est effectivement identique à la souche isolée de notre fibroscope, enfin du fibroscope bronchique. Donc, ça confirme bien ça pour le coup que la souche qu'on retrouve au niveau de l'endoscope, c'est la même que celle qu'on retrouvait dans notre cas index, dans les prélèvements de notre cas index. Par contre, donc, pour les 2 autres patients, finalement, les souches qu'on a correspondent à 2 autres patients. Donc il y avait la petite patiente muco qui était colonisée au PIO multi-R. Donc elle, on voit bien que sa souche, en fait, elle est complètement différente, hein. C'est un PIO qui est différent de celui qu'on retrouve dans le fibroscope et différent donc du cas index. Donc elle a sa propre souche, on va dire, parce qu'il y a eu plusieurs prélèvements. On n'a jamais retrouvé dans tous ces prélèvements une souche, la souche du fibro qu'on avait identifiée au niveau du fibroscope. Donc elle, c'est une souche, elle était de toute façon colonisée, elle, avec sa souche de PIO multi-R. Voilà. Et pour le deuxième patient, celui qui est resté colonisé après les traitements, et ben finalement, sa souche, elle est aussi différente de celle qu'on a isolée au niveau du fibroscope. Donc, on n'a pas les mêmes souches finalement pour les 2 autres patients. On n'a pas les mêmes souches que celles qu'on a retrouvées au niveau de l'endoscope. Il y a que notre cas index là et le fibroscope qui sont identiques. Bon, ça, c'est pas très exhaustif parce que finalement, ça représente, on n'a pas pu en récupérer beaucoup. Donc, on ne saura pas pour les autres, malheureusement. Mais bon,
finalement, en fait, avec tout ça, avec ces résultats-là, et les résultats de la comparaison champ pulsé, en fait, l'hypothèse qu'on a retenue, in fine, c'est que le fibroscope il s'est contaminé très probablement avec la souche clinique lors de l'examen de fibroscopie réalisé chez notre cas index, là, en juillet 2018. Et qu'à partir de cet examen, en fait, la souche, elle est restée dans l'appareil, elle s'est nichée et elle n'a jamais été éradiquée, malgré les nettoyages répétés, les désinfections répétées, et ce qui fait que ça aurait pu finalement contaminer les prélèvements de LBA lors des fibroscopies suivantes, qui ont été réalisées chez les patients suivants. Donc, c'est l'hypothèse qu'on a retenue plutôt que l'hypothèse d'une transmission croisée de Pseudomonas aeruginosa à partir du fibroscope contaminé. C'est-à-dire qu'on l'a écarté, mais on ne peut pas l'exclure complètement, parce qu'on n'a pas pu récupérer toutes les souches des patients. Mais a priori, les 2 seules souches qu'on a récupérées des 2 autres patients, finalement, on n'a jamais pu retrouver notre fameuse souche du fibroscope. Donc, voilà, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas complètement exclure, mais on a écarté parce que aussi, avec tous les patients qui ont été revus, les examens qui ont été réalisés, finalement, on n'a pas retrouvé de prélèvements positifs pour les autres patients. Donc, tout était négatif. Donc, on s'est demandé si réellement il y avait eu une transmission à partir de ce fibroscope contaminé, une transmission de Pseudomonas aux autres patients. Et finalement, on est plutôt resté sur l'hypothèse d'une contamination du prélèvement. Voilà. Mais tout ça, ça a mené quand même à des actions correctives et des pistes d'amélioration, malgré tout. Donc, on a augmenté la fréquence de surveillance microbiologique des endoscopes au niveau du pédiatrique, enfin, en tout cas des fibroscopes bronchiques. Au lieu de le faire 1 fois par an, en fait, on l'a augmenté à 3 fois par an. Voilà, pour s'assurer, pour avoir une veille un peu plus rapprochée de la conformité de ces endoscopes. Alors maintenant, il y en a 7 sur le pédiatrique, donc ça fait quand même pas mal de prélèvements, mais ça nous permet voilà, de s'assurer que si jamais un jour on avait un événement similaire, qu'on n'ait pas 9 mois d'écart pour retrouver et qu'on ait moins finalement de patients exposés. Ensuite, avec le biomédical, on a vu pour le remplacement des endoscopes de plus de 8 ans, un remplacement systématique, parce que normalement, 8 ans, c'est effectivement considéré comme vétustes, les endoscopes. Donc, on a fixé ce délai pour essayer de remplacer de façon plus systématique tous les endoscopes qui étaient datés de plus de 8 ans. Voilà. Et le service de pneumopédiatrie, suite aussi à cette incidence, donc c'était en 2019, hein, ça remonte un peu, mais ils ont fait l'acquisition de plusieurs bronchoscopes à usage unique. Alors maintenant, c'est beaucoup plus utilisé, hein, mais à l'époque, ils n'en avaient pas. Ils n'utilisaient pas de bronchoscope à usage unique. Donc là, maintenant, ils en ont et ils les utilisent, ils les privilégient pour tous les actes de fibroscopie bronchique réalisés chez les patients mucos. Parce que les patients mucos, ils ont on va dire, un mucus qui est très, très glaireux et qui, finalement, ça peut faciliter l'adhésion, on va dire. En tout cas, c'est plus compliqué peut-être à entretenir après, une fois qu'on a ce mucus présent dans les fibroscopes bronchiques pédiatriques qui ont des diamètres vraiment très petits. Donc, par précaution, ils les utilisent maintenant chez les patients mucos, et en tout cas, dans la mesure du possible, voilà, pour éviter d'utiliser du réutilisable. Et ensuite, ils ont fait la demande aussi, enfin, on les a un peu aidés à avoir des outils, enfin, en tout cas des brosses pour la réalisation des LBA de diamètre adapté, parce que ce qui se passe, c'est qu'en pédiatrie, souvent les outils utilisés pour les biopsies, pour les LBA, et qui passent à l'intérieur du canal opérateur du fibroscope, souvent ce sont des outils qui sont de taille un peu trop grande, ce qui fait que ça raye à chaque fois, à chaque utilisation, on raye l'intérieur de l'endoscope. Voilà. Donc c'était vraiment du matériel qui n'était pas très adapté finalement à l'utilisation d'un endoscope pédiatrique. Donc ils ont fait l'acquisition d'outils avec vraiment un diamètre plus petit pour essayer d'endommager le moins possible l'endoscope à chaque utilisation. Donc, dans les points forts de cet incident, qui, bon,
pour le coup, finalement, c'est plutôt bien terminé. On peut pointer la vigilance des pneumopédiatres parce que sans leur alerte et leur vigilance, en fait, on n'aurait pas pu investiguer rapidement, ou alors on les aurait eu vraiment tard. Enfin, on aurait mis du temps en fait à cette investigation. Donc, eux, ils ont été très réactifs et ils nous ont signalé rapidement dès lors qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Ils nous ont prévenus sur ces prélèvements positifs de façon inhabituelle. Donc, ça, c'est vraiment un point fort. La réactivité des professionnels, oui, parce que tout s'est mis vraiment en route très rapidement. On a pu réaliser la réunion de crise très, très rapidement avec tous les professionnels et les avoir tous autour d'une table pour pouvoir définir la conduite à tenir. Donc ça s'est fait vraiment dans les jours qui ont suivi. Voilà, donc c'était un travail en collaboration qui était très, très, très intéressant, avec une implication vraiment de tous les membres. Et gestion exemplaire du rappel patient, je ne sais pas si elle est exemplaire, mais en tout cas, pour le coup, elle a été très, très bien organisée. Bien organisée avec ce secrétariat dédié et cette équipe dédiée vraiment pour les examens complémentaires, pour le suivi des patients, pour l'information des familles. Donc, il y a vraiment eu une organisation, pour le coup, qu'on a trouvé plutôt optimale. Voilà. Et finalement, il y a eu un retour positif des familles. Alors, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu de drame finalement et que tout s'est bien passé, mais ils ont communiqué sur leur, on va dire, ils étaient plutôt satisfaits qu'on les informe et qu'on les suive, hein, qu'on suive les patients, leurs enfants, on va dire, pour des examens complémentaires et voilà, qu'il y ait toute une équipe qui soit, on va dire, derrière pour réaliser ce suivi. Donc, on a eu un retour quand même plutôt positif aussi des familles suite à cet incident. Et je crois que j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion, pour la présentation de ce retour d'expérience très intéressant. On se posait justement la question sur comment avait été perçu finalement ce rappel, mais si vous avez eu des retours plutôt positifs des parents, ça nous rassure. On se posait aussi la question sur le côté juridique. Vous disiez que vous aviez été un petit peu appuyé sur ce côté-là. Est-ce que vous avez eu des informations sur les risques finalement qui étaient un peu encourus suite à cet événement? Des informations sur les risques par rapport sur le côté juridique finalement de tout ça. Non, c'est vrai que là pour le coup nous on n'a pas eu. Alors ils étaient présents, mais ils étaient plus. Bon, ils étaient autour de la table pour prendre note des informations, pour suivre le dossier. Mais après, en soi, nous, on n'a pas trop été informés sur toutes ces modalités juridiques. C'est vrai qu'ils étaient présents et ils nous ont surtout plutôt indiqué ou aidé, on va dire, à formuler, on va dire, les courriers pour les familles, pour les médecins traitants, donc à orienter aussi sur sur les termes à utiliser, à ne pas utiliser. Voilà. Après, on n'a pas eu, c'était pas plus transparent que ça. Ok, bon. Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir accepté de nous partager cette expérience. On va enchaîner du coup, parce que le temps nous court un peu, avec le retour d'expérience du CHU de Limoges, avec Nathalie qui va nous faire le plaisir de nous partager un retour d'expérience sur une contamination d'écho-endoscope. Encore merci, merci Marie. Hop, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien le diapo? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Donc effectivement, moi je vais vous faire un retour d'expérience sur... hop, non, je ne vois plus mon écran. Merci. J'ai une assistante, moi. Sur une épidémie d'infection à Pseudomonas aeruginosa liée à des endoscopes. Donc on a eu à gérer au CHU de Limoges en 2024.
Donc pour nous, l'alerte a commencé le 25 mai 2024 où les endoscopistes digestifs nous signalent 3 bactériémies à Pseudomonas aeruginosa chez des patients ayant eu des CPRE. Donc là aussi, une alerte assez rapide des endoscopistes. Très rapidement, au niveau du plateau d'endoscopie, le référent endoscopie a fait ce qu'on appelle chez nous un trace-attest pour voir s'il y avait un endoscope en commun qui avait été utilisé pour ces 3 patients. Et très rapidement, donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est le même écho-endoscope qui a été utilisé, donc le numéro 30 pour ces 3 patients-là, sachant que l'on a un parc de 3 écho-endoscopes du même type, un autre écho-endoscope d'un autre type, et que 2 étaient utilisés et 1 était gardé en secours. Donc, on séquestre l'endoscope pour ne plus l'utiliser puisqu'il est fortement suspect à ce stade et on réalise des prélèvements de notre écho-endoscope numéro 30. En même temps, on regarde le dernier prélèvement qui avait été réalisé pour cet appareil. Je rappelle que les écho-endoscopes doivent être prélevés normalement tous les trimestres. Et là, il avait été prélevé le 7 mars suite à un retour de maintenance et il était revenu conforme. Donc, les premiers résultats des prélèvements de cet écho-endoscope, parce qu'on est directement parti sur un prélèvement canal par canal, étaient catastrophiques. Moi, je n'ai jamais vu des membranes de filtration avec autant de bactéries. On retrouvait sur quasiment tous les canaux la présence de Klebsiella pneumoniae et de Pseudomonas aeruginosa à des taux supérieurs à 100 UFC pour 50 ml de liquide qui avait été injecté. Donc, une contamination avérée de notre appareil numéro 30. Donc, dans les suites de l'investigation, on va faire une réunion de crise, alors qui n'a rien à voir avec celle qu'a pu connaître Marion, puisque la réunion de crise de notre côté, c'était plutôt moi, le référent en endoscopie et la cadre. Mais bon, voilà, on s'est quand même réunis pour définir un petit peu la suite de la conduite à tenir par rapport à la contamination de cet endoscope. Nous avons décidé de prélever les 5 laveurs du modèle Cantel que nous avions, puisque cet écho-endoscope était traité sur ces laveurs-là. On a fait des recherches de cas supplémentaires parmi les patients par des requêtes microbiologiques pour voir si on avait eu d'autres patients dans le service des pathogastro qui avaient eu des hémocultures positives à Pseudomonas aeruginosa. Nous avons listé tous les patients chez qui cet endoscope avait été utilisé depuis le retour de maintenance et le prélèvement conforme. Et on fait une recherche virale, de risque viral chez ces patients. Donc ça, je vais vous expliquer après pourquoi on a fait ça. Nous avons également réalisé une enquête sur les pratiques d'utilisation de ces écho-endoscopes, qui sont des appareils complexes. Et donc, c'était important de revoir les étapes de la prise en charge de ces appareils pour essayer de comprendre comment on avait pu arriver à une telle contamination des appareils. Donc, pour faire un petit focus sur le rappel patient, puisque effectivement, quand on a eu cet endoscope positif, une des premières questions, c'était on ne sait pas depuis quand il est positif, on a potentiellement exposé des patients. Donc, est-ce qu'il faut qu'on envisage de faire un rappel patient? Là, on est sur du digestif, on n'est pas sur du bronchique comme pour Marion tout à l'heure. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la contamination de notre appareil, donc là, c'était plutôt de la flore digestive avec de la Klebsiella, du Pseudomonas, elle est le témoin d'un process conforme, mais surtout le témoin, en fait, qu'il y a eu une contamination d'origine probablement fécale de cet appareil. Donc, au niveau digestif, de toute façon, la transmission d'entérobactéries, ça va être compliqué à mettre en évidence. Mais par contre, c'est le témoin d'un risque et on ne peut pas exclure le fait qu'il y avait également des virus qui se transmettent par voie hématogène qui auraient pu contaminer l'endoscope. Donc, la question était vraiment, est-ce qu'il y a un risque de transmission virale à partir de ces écho-endoscopes-là? Donc, par rapport à cette question, il n'y a pas vraiment de recommandations claires qui existent par rapport à ça.
Donc moi, j'ai interrogé des collègues de Nancy qui avaient déjà été confrontés à ce genre de situation. J'ai également interrogé la SFED, donc Société française d'endoscopie digestive, qui doit travailler justement sur un document pour voir si on fait des rappels patients en endoscopie digestive. Et donc, ce qui est ressorti de ces discussions-là, c'est de faire une recherche d'une évaluation d'un risque de transmission virale par rapport aux patients chez qui a été utilisé l'écho-endoscope. Donc, on a pris la liste de tous les patients, on a vérifié si on retrouvait des sérologies virales, hépatite B, hépatite C, ou une notion d'hépatite dans les dossiers de chaque patient. Et pour chaque patient chez qui on a identifié un risque viral, l'idée était qu'il y ait un staff pluridisciplinaire pour évaluer plus précisément le risque de transmission virale. Donc, est-ce que le patient était guéri ou pas? Est-ce que c'était un geste invasif où il y a pu y avoir présence de sang et qui accentuerait un risque de transmission? Et si un risque de transmission virale avait été identifié parmi nos patients chez qui a été utilisé l'endoscope, dans ce cas-là, il était proposé de faire un rappel des 5 patients qui étaient passés après pour leur proposer un suivi sérologique, en considérant que s'il y a eu ce risque d'exposition à un risque viral, au bout de 5 passages après en traitement de l'endoscope, ce risque était éliminé. Donc, ça reste que voilà, la Société française d'endoscopie digestive m'a donné cette conduite à tenir, mais pour l'instant, ce n'est pas écrit et ça reste sujet à discussion, à mon avis. Donc, dans la poursuite de l'investigation, donc les prélèvements réalisés sur les laveurs sont tous revenus négatifs. Donc, on a écarté un risque de contamination de nos laveurs. Alors, nous, les laveurs sont prélevés tous les mois, mais on avait quand même reprélevé les laveurs. Sur la recherche de cas supplémentaires, à ce stade, on n'avait pas de cas supplémentaires identifiés parmi les patients de gastro-entérologie qui auraient eu une endoscopie, quel que soit l'appareil. Et par contre, les patients chez qui le endoscope numéro 30 avait été utilisé, il n'y a pas de risque viral qui a été identifié, donc il n'y a pas eu de rappel patient. Au niveau de l'interrogation qu'on a pu faire sur les pratiques, donc par rapport aux pratiques d'écouvillonnage, voilà, les écouvillons étaient corrects, il y avait des écouvillonnages, pas de souci sur le reste du process. Par contre, moi, j'ai tout de suite été interpellée par l'utilisation d'un petit ballonnet qui vient se positionner au bout de la tête d'échographie pour améliorer l'échogénicité et qui n'était pas toujours utilisé par les endoscopistes. Donc voilà à quoi ressemble ce petit ballonnet donc, qui est positionné sur les écho-endoscopes Pentax. Donc voilà, ça fait cette petite protection. Et pour pouvoir améliorer l'échogénicité, ce petit ballonnet, il est relié à un canal qui va permettre d'injecter de l'eau pour gonfler ce ballonnet et donc pouvoir améliorer l'échogénicité. Donc, ce petit canal, vous allez le voir après, m'a un petit peu interpellée, mais a priori, il est écouvillonnable. Moi, ce qui m'a interpellée à ce stade, c'est que le fabricant préconise d'utiliser ce ballonnet et qu'en pratique, ce ballonnet, il est difficile à mettre en place. Donc, régulièrement, il n'était pas utilisé sans que cela entraîne une quelconque modification dans la suite de la prise en charge de l'endoscope. Voilà, donc ballonnet non utilisé, pas d'attention particulière sur l'écouvillonnage du canal du ballonnet. Donc, sur cette photo, vous avez la tête de l'écho-endoscope, donc avec la sonde d'échographie, une espèce de petite gorge là où on vient positionner le ballonnet lorsqu'il est mis en place, et après le reste de l'endoscope. Le petit, voilà, ce que vous voyez là, le petit point blanc, pardon, excusez-moi, hop, c'est le bout de l'écouvillon qui est utilisé pour écouvillonner ce canal du ballonnet qui vient buter en fait sur la sonde d'échographie. Donc pour moi, ce
canal n'est pas réellement écouvillonnable puisqu'on ne peut pas sortir complètement l'écouvillon au bout de l'endoscope. Donc, en fait, on pousse tout ce qu'il y a pu y avoir dedans et après, on le ramène à l'intérieur de l'endoscope. Donc, pour moi, l'écouvillonnage n'est pas optimal. Sachant qu'en plus, nos endoscopistes n'utilisaient pas forcément le ballonnet, qui, à mon avis, pourtant, devait quand même assurer une petite protection. Alors, peut-être pas parfaite, mais en tout cas, devait protéger un petit peu quand même ce canal de gonflage et dégonflage du ballonnet. Donc, chez nous, il n'était pas utilisé et du coup, on avait ce petit canal-là qui paraît très difficilement écouvillonnable. Il y avait eu une alerte de sécurité en 2011 du laboratoire Pentax, donc par rapport à ces appareils-là, et notamment par rapport à ce fameux ballonnet, où il rappelait voilà, que le canal du ballonnet risque de ne pas être correctement retraité lorsque l'appareil est utilisé sans ballonnet ou lors de la rupture du ballonnet en cours d'examen. Donc, si le dispositif est utilisé sans ballonnet et que des matières biologiques ont pu être aspirées, voilà, il fallait mettre en place des choses derrière. Donc ça n'avait pas été forcément appliqué chez nous. En plus, cette hypothèse-là, j'ai quand même eu du mal à la faire entendre à mes endoscopistes. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette hypothèse-là. Mais moi, c'était quand même mon hypothèse principale. Donc, toujours dans les suites de l'investigation, donc bon, tout ça se passe relativement rapidement, hein, mais on se rend compte qu'il y a les mêmes pratiques avec notre deuxième écho-endoscope de la même marque, donc qui est le numéro 44. Donc, je demande l'arrêt de l'utilisation de l'appareil pour pouvoir faire un prélèvement. Et là, par contre, celui-là, le dernier prélèvement daté du 4 janvier 2024, lui aussi suite à un retour de maintenance. Il était revenu conforme après un second contrôle, mais ce n'était pas les mêmes germes qui avaient été retrouvés au premier contrôle. Mais par contre, lui, on n'avait pas eu les prélèvements trimestriels que l'on aurait dû avoir. Donc là, ça a été compliqué aussi de faire arrêter l'utilisation de cet appareil, puisque le lendemain, il devait être utilisé chez des patients. Donc, il a fallu batailler un petit peu avec les endoscopistes pour dire non, non, on n'utilise pas, on le prélève d'abord. Parallèlement à ça, on a continué à chercher une potentielle autre source de contamination. Donc, on a prélevé les tubulures de connexion au laveur, entre l'endoscope et le laveur, donc qui étaient communes aux deux écho-endoscopes. On a fait également des prélèvements d'air. Moi, j'y croyais pas trop, mais on l'a fait quand même au niveau des processeurs et du plasma Typhoon, donc qui est un dispositif de stockage des endoscopes, et également l'écouvillonnage des raccords des processeurs. Donc sur le week-end, on a eu les résultats des prélèvements du deuxième appareil où on a retrouvé du Pseudomonas aeruginosa et là cette fois de l'Enterobacter aerogenes. Donc lui aussi extrêmement contaminé avec des taux très importants. Contamination d'origine fécale également. Alors, pas la même origine, visiblement, puisqu'on avait un Pio et une Klebsiella la première fois, et là, un Enterobacter aerogenes. Donc, pas forcément la même source de contamination au départ. Donc, ça, c'était rassurant par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir ailleurs en endoscopie, où au final, on n'avait pas, a priori, pas une source commune de contamination des écho-endoscopes, mais par contre, le résultat qui est le même, avec un endoscope également très contaminé. Donc, à nouveau, réunion de crise. Donc, la réunion de crise de Bordeaux me fait un peu rêver parce que moi, là non plus, c'était toujours pas vraiment le cas. Cellule de crise restreinte. J'ai eu l'impression avec le référent endoscopie voilà, que nous, on essayait de faire bouger les choses, mais que ça ne répondait pas trop. Donc, voilà, ça a été un peu compliqué. Entre-temps, on nous signale 3 cas supplémentaires de bactériémie à Pseudomonas aeruginosa chez des patients. Donc, ça fait 6 cas au total. Et là, on avait des patients chez qui l'écho-endoscope 44 avait été utilisé. Donc, on fait la même chose que ce qu'on a fait pour le numéro 30. On fait la liste de tous les patients chez qui cet écho-endoscope a été utilisé, sauf que là, il faut remonter beaucoup plus loin.
vu que le dernier prélèvement datait du mois de janvier, avec une recherche d'un risque viral chez ces patients. Donc, en synthèse sur l'enquête par rapport au potentiel rappel patient, donc si on prend les 2 écho-endoscopes, au total, il y a 91 dossiers médicaux qui ont été épluchés à la recherche d'une notion d'hépatite virale, hein, parce qu'en fait, les sérologies, voilà, on ne fait pas une sérologie avant une endoscopie digestive, donc on n'avait pas de sérologie récente pour les patients, donc c'est plus rechercher des notions d'hépatite virale. Donc 5 patients qui ont été identifiés comme potentiellement à risque avec des notions d'hépatite. Et après évaluation voilà, avec les gastro-entérologues par rapport à ce qu'on a dit, est-ce qu'ils étaient encore excréteurs, est-ce que c'était des gestes à risque, aucun patient n'a été identifié comme étant à risque d'excrétion virale et donc il n'y a pas eu de rappel patient effectué. Dans la poursuite de l'investigation, tous les autres prélèvements d'environnement qu'on avait pu faire sont revenus négatifs et donc je l'ai dit, pas de rappel patient. Donc en tout cas, pas d'origine commune a priori de la contamination de ces 2 appareils, mais juste plutôt voilà, une contamination dans la même temporalité. Donc, c'est des endoscopes qui avaient été achetés en même temps, hein, donc qui commençaient à être un peu anciens, même s'ils étaient encore tout à fait utilisables. Mais en tout cas, pas d'autres points communs identifiés. Donc là, à ce stade, les endoscopes sont partis bien évidemment chez le fabricant. Ils ont été explorés. Il n'a pas été retrouvé de rayures, d'usure ou dans les gaines. Voilà, il n'y a pas eu de mise en évidence de niche particulière qui aurait pu expliquer cette contamination. Donc, ils ont été pris en charge. Il y a eu une maintenance. Je sais, il me semble qu'il y a eu un canal qui avait été remplacé sur un des appareils. Mais ces appareils ont fini par revenir. Il y avait eu aussi de notre côté le signalement externe infection nosocomiale, mais également on avait fait un EIG auprès de l'ARS, vu qu'on là pour le coup nous on avait des bactériémies chez les patients. Au niveau de la matériovigilance, il y a eu un signalement qui a été fait, mais le retour a été que ces appareils ne présentent pas de problème de conception. Donc, voilà, il n'y a pas eu de conséquences de l'alerte de matériovigilance. De notre côté, donc pas de retrait de ces appareils à ce stade. Des appareils qui partent chez le fabricant, qui sont pris en charge par le fabricant, qui reviennent chez nous, donc qui vont pouvoir être potentiellement réutilisables. Donc là, je reviens un peu sur la première présentation, les problèmes qu'on peut avoir parfois avec les fabricants. Où moi, sur un des appareils, il m'a été renvoyé avec un prélèvement conforme par le fabricant que j'ai contacté. Donc, il y avait 13 UFC dans l'endoscope. Donc, pour lui, c'était conforme parce qu'on était inférieur à la valeur action. Je lui dis, bah oui, mais on est supérieur au seuil cible. Donc, je ne comprenais pas bien, mais pour eux, c'était bon. Et en plus, ils ne faisaient pas d'identification des micro-organismes. Donc, je ne pouvais pas savoir quels étaient ces micro-organismes que eux avaient considéré comme conformes et qu'on pouvait utiliser l'appareil. Quand j'ai prélevé chez moi, j'avais encore de la Klebsiella. Donc, après multiples allers-retours avec le fabricant, les appareils ont été réutilisés. On a mis en place un certain nombre d'actions pour éviter que cela se reproduise, notamment l'utilisation systématique du ballonnet. Donc là, voilà, il fallait l'utiliser de manière systématique. Si jamais il y avait vraiment un problème au cours du geste qui faisait que le ballonnet ne tenait pas ou un patient allergique au latex, donc là, on avait mis en place un système de traçabilité du fait que le ballonnet n'avait pas été utilisé et la mise en place d'un double écouvillonnage du canal du ballonnet, donc pour renforcer le nettoyage de ce canal. On avait également indiqué de ne pas utiliser ces appareils pour les drainages biliaires, parce qu'ils pouvaient les faire avec un autre écho-endoscope d'un autre type.
puisque les drainages biliaires avaient été identifiés comme des gestes qui pouvaient contaminer l'endoscope, puisque voilà, on est sur des patients qui peuvent être infectés, donc avec du pus qui remonte dans l'endoscope, donc un risque plus important de contamination de l'appareil, et la mise en place de prélèvements mensuels pour bien suivre la remise en service de ces appareils. Donc, au niveau des pratiques, même s'il n'y avait pas vraiment de gros écarts qui avaient été observés sur les pratiques, il y a quand même eu des rappels de bonnes pratiques avec l'équipe en charge de la décontamination. On a bien insisté auprès des médecins sur l'importance de laisser du temps au traitement des endoscopes, puisque parfois, comme ils ont des programmes assez chargés, il peut y avoir une tendance aux médecins à dire « j'ai besoin de mon appareil, j'ai besoin de mon appareil » et que la personne au traitement des endoscopes se sente un peu pressée pour la réalisation du traitement. Et on avait quand même demandé une visite de risque par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine pour avoir un regard extérieur qui avait relevé des petites choses, mais en tout cas pas de risque majeur par rapport aux pratiques. Donc là, les appareils, ils ont été remis en service à peu près entre décembre et janvier. Donc là, je veillais bien à ce qu'ils soient prélevés tous les mois de manière extrêmement rigoureuse. Et donc le 25 mars 2025, sur un prélèvement de contrôle mensuel, donc là, vous voyez le petit filtre avec à nouveau une nappe de bactéries, donc là c'était la Klebsiella, qui était revenue, donc une recontamination de notre appareil. Donc là, dans les investigations, on a été beaucoup plus rapide. On n'a pas refait tous les prélèvements d'environnement qu'on avait pu faire. On a juste refait la liste des patients chez qui l'appareil avait été utilisé. Donc là, on n'avait plus qu'un mois à remonter vu qu'on avait rapproché la fréquence des prélèvements. Et on n'a toujours pas de risque viral identifié, donc pas de rappel patient effectué. Donc là, par contre, ça aboutit au retrait définitif de ces écho-endoscopes Pentax du parc d'endoscopes, puisque clairement, on n'arrive pas à avoir des endoscopes qu'on maintient utilisables. Nous, on n'a pas pu retrouver la source de contamination, mais probablement des sources de contamination différentes des deux appareils. Pour moi, un problème de conception de ces appareils qui fait qu'on ne peut pas les entretenir correctement. Donc là, avec les endoscopistes, parce qu'au départ, ils aimaient bien, eux, dans la technique pour les drainages et tout ça, ils aimaient bien ces appareils, puisqu'ils étaient assez ergonomiques. Mais on a convenu de ne plus utiliser ces appareils dans notre établissement. Donc voilà, moi, ce que j'avais à vous raconter. Merci, merci beaucoup Nathalie pour ce retour d'expérience hyper intéressant aussi et qui montre finalement qu'il est hyper important d'avoir une bonne connaissance de l'architecture finalement des endoscopes qui sont utilisés. Alors, on avait juste un petit commentaire du coup dans le chat. Ça a étonné quand même pas mal parce que on a quelqu'un qui est en fonction IBOD et qui avait déjà utilisé ce type d'écho-endoscope et il signalait qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'image exploitable sans le ballonner. Alors, le fait d'avoir une utilisation non systématique, ça l'interpellait un petit peu. Mais voilà, je sais Alors, pas. je comprends. Mais voilà, j'avais une équipe d'endoscopie qui, au contraire, était plus gênée par ce ballonnet, qui tenait pas bien, qui les gênait et qui donc très régulièrement l'enlevait et avait fini par plus le mettre. Mais je suis d'accord que ça peut paraître très étonnant. Bon, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Je vais laisser cet outil du coup clôturer le webinaire pour qu'on finisse à l'heure. Encore un grand merci à Nathalie. Merci beaucoup à tous les intervenants, que ce soit Kylian, Marion ou Nathalie. C'était vraiment hyper intéressant, varié, mais quand même avec le même fil conducteur des problématiques. Une fois qu'on met le doigt dans des problèmes en endoscopie, ça peut être extrêmement long et laborieux. Je voulais aussi remercier très très fortement la team formation que vous ne voyez peut-être pas, mais qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ces webinaires comme à chaque fois et qui sont déjà en train de prévoir les prochains pour vous dire.
Voilà, et donc merci à tous pour votre participation. Les replays, comme d'habitude, pour le numéro 2, ça va arriver normalement aujourd'hui ou demain en ligne pour les adhérents, et le numéro 3 aussi sera disponible d'ici la fin de semaine, et puis dans 3 mois, ça sera disponible pour tout le monde. N'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction, mais aussi pour les idées, pour ce que vous souhaitez voir pour les prochains webinaires. Et puis pour ceux qui auront la chance d'être présents, je vous dis à bientôt au congrès de la SF2H et une très bonne journée.